Imaginez ouvrir la porte d'un avion en plein vol. Ouais, on fait un pas et bam, chute libre. Exactement. À la seconde où le corps lâche la carlingue, il n'y a plus de haut ni de bas, plus de gauche ni de droite. Enfin, ces concepts perdent tout leur sens. On est juste englouti dans un vide absolu, quoi. Un espace en 3 dimensions sans le moindre repère physique. C'est terrifiant quand on y réfléchit. Mais mathématiquement parlant, si on est coincé dans ce néant absolu, comment on fait pour construire un sol solide à partir de rien? Comment on structure ce chaos? Ah bah c'est une angoisse spatiale très humaine, ça. Notre cerveau déteste vraiment flotter sans repère. C'est clair. Et c'est là que la géométrie intervient. Pas comme un vieux truc scolaire barbant, mais plutôt comme un vrai outil de survie mentale, en fait. Et c'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On plonge dans une source vraiment captivante qui est une transcription d'un cours vidéo. Oui, de la chaîne YouTube Senjai Maths, c'est bien ça, hein? Tout à fait, c'est intitulé Soutien, numéro 56, P03, Géométrie dans l'espace. Et le but ici, c'est absolument pas de réciter des formules austères à ceux qui nous écoutent. Ah non, surtout pas. On veut éviter ça à tout prix. L'enjeu, c'est plutôt de fournir à notre esprit curieux un vrai modèle mental, une méthode pour passer de la pensée plate et rassurante en 2 dimensions à une vraie maîtrise de l'espace. Ce qui est hyper puissant avec cette source d'ailleurs, c'est l'utilisation de la visualisation. Le prof s'appuie sur le logiciel GeoGebra 3D Ah oui, GeoGebra. pour donner corps à l'invisible, parce que le vrai problème de la géométrie dans l'espace, c'est l'abstraction. C'est clair, on a beaucoup de mal à se le représenter. On demande à un cerveau humain, qui a l'habitude de percevoir le monde en 2D avec ses rétines, de déduire des vérités absolues dans un environnement 3D. C'est vraiment pas naturel. Bon, en décortiquant tout ça, si je flotte dans ce vide spatial sans fin, par quoi je commence? Parce que la source parle d'une règle numéro 1, la base de la base, le point. Ouais, le point, c'est la dimension 0. Juste une coordonnée, une sorte d'étiquette plantée dans le néant. D'accord. Si on place 2 de ces points, complètement au hasard, et qu'on les relie, paf, on obtient la dimension 1. Une ligne droite unique et infinie, quoi. Exactement. C'est un peu comme tendre un filin d'acier hyper fin entre 2 rochers dans l'espace. C'est un début, on a une direction, mais bon, sur un filin, on peut rien poser. Bah non, on construit pas une maison sur une corde raide. Voilà, le vertige est toujours là. L'équilibre n'existe pas encore, c'est sûr. Pour créer une surface, un vrai sol sur lequel la logique peut s'ancrer, la source introduit la règle numéro 2. Et c'est là que la magie opère. C'est le vrai déclencheur de tout. Il faut ajouter un 3e point. Mais attention, il y a une condition impérative hyper stricte. Il faut surtout pas qu'il soit aligné avec les 2 autres. C'est ça. S'il est sur le même filin, ça sert littéralement à rien. On reste bloqué dans la dimension 1. On n'avance pas d'un pouce. Mais si ce 3e point est décalé, placé n'importe où ailleurs, dans le vide, alors là, d'un coup, ces 3 points génèrent une surface plate et rigide. C'est la naissance d'un plan. Alors, laissez-moi essayer de visualiser l'impact physique de ce truc. Imaginez un simple tabouret. Ok, un tabouret. Si on fabrique un tabouret avec un seul pied au centre et qu'on s'assoit dessus, c'est la chute. Ouais, ça c'est juste un point de contact, zéro équilibre. C'est ça. Si on lui met 2 pieds, on crée une ligne, mais dès qu'on le lâche, il bascule inévitablement sur le côté. La ligne fait juste office de charnière, en fait. Absolument, ça ne tient pas du tout. Mais si on ajoute un 3e pied, n'importe où, tant qu'il n'est pas aligné avec les 2 autres, la magie opère. Le tabouret devient parfaitement stable. Et c'est l'illustration physique parfaite de cette loi géométrique. C'est pour ça que les trépieds d'appareils photo ou les gros télescopes n'ont que 3 pieds. Ah, mais oui, c'est tellement logique. Peu importe si le sol en dessous est rocailleux ou en pente, les 3 extrémités trouveront toujours un plan unique pour se caler. Alors qu'avec 4 pieds, une chaise est souvent bancale. Parce que le 4e pied n'appartient pas forcément à cet univers plat créé par les 3 premiers. Exactement. D'ailleurs, dans la vidéo de Senjai Maths, le prof illustre ça super bien avec la 3D. Il place 3 points, il clique et bam, une grande nappe verte toute lisse apparaît pour les relier. Et il introduit ce terme que je trouve très poétique, les points coplanaires. Coplanaire, ouais, un mot-clé fondamental. Ça veut dire qu'ils partagent le même référentiel, la même nappe verte. Si d'autres éléments viennent se poser dessus, ils sont coplanaires aussi. Ils partagent la même réalité plane. Et tu sais ce qui est dingue? Cette règle des 3 points, c'est pas juste des maths de collage, c'est le socle absolu de tout notre monde numérique. Ah bon? Dans les effets spéciaux et tout. Ouais, et les films d'animation, les jeux vidéo 3D, chaque montagne, chaque personnage, c'est juste des millions de petits triangles collés les uns aux autres.
Mais oui, parce qu'un triangle, c'est 3 points, donc ça garantit une surface plate pour que l'ordinateur puisse calculer la lumière et les ombres. Exactement. Le moteur de rendu de la machine déteste l'incertitude et les courbes complexes. Il découpe tout en milliards de plans garantis par ces 3 points non alignés. C'est fou, donc 3 points, c'est vraiment le code de triche pour créer la stabilité. Mais on n'a pas toujours 3 beaux petits points bien définis quand on analyse un problème, non n'est-ce pas? Bah non, parfois on n'a que des lignes. Voilà. Surtout dans des formes compliquées. Est-ce que ça veut dire qu'on est bloqué ou il y a d'autres moyens d'invoquer cette fameuse nappe verte? Ce qui est fascinant ici, c'est que la nature de l'espace offre d'autres recettes. D'autres combinaisons pour verrouiller un plan en utilisant des lignes. Ok, je suis tout oui. La première alternative mentionnée par la source, c'est 2 droites séquentes. Donc 2 lignes qui flottent dans le vide et qui se croisent en formant un grand X. Juste un croisement et paf, ça fait un plan. Exact. Ce simple X suffit à définir un univers plat autour d'elle, oui. Ah mais attendez, je réfléchis. Si elles se croisent, on a le point central de l'intersection. Et si je prends un point au hasard sur une des branches et un autre sur l'autre branche? Tu as 3 points non alignés. Bah oui, on en revient à la règle de mon tabouret. C'est la beauté intrinsèque des maths. On change de perspective, mais la vérité en dessous est strictement la même. La deuxième recette, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire, on prend une seule ligne droite infinie et on repère un point solitaire complètement perdu dans l'espace à côté de cette ligne. Toujours le même subterfuge. La ligne contient déjà 2 points potentiels. Le point isolé fait le troisième, le compte y est. Et ils créent un plan ensemble. Mais qu'en est-il de la dernière recette, Ève? Ah oui, celle où la vidéo insiste lourdement. Le cas avec les droites parallèles. Ouais, mais pas n'importe lesquelles. 2 droites strictement parallèles. Des lignes qui voyagent dans la même direction, vers l'infini, sans la moindre déviation. Comme 2 longs rails de chemin de fer suspendus dans le cosmos. Exactement. Mais attendez, pourquoi la source insiste autant sur ce mot strictement parallèle? Le professeur le souligne presque au marqueur rouge dans la transcription. Parce que c'est un détail crucial. Bah si, 2 lignes sont parallèles, elles sont parallèles, point. Pourquoi la géométrie fait cette distinction pointilleuse? Qu'est-ce qui se passe si elles sont superposées l'une sur l'autre, par exemple? Eh bien, si elles sont confondues, au millimètre près, elles perdent totalement leur pouvoir de structurer l'espace. Elles fusionnent pour devenir une seule ligne. Une ligne charnière. Une charnière? Imaginez la reliure d'un gros dictionnaire. Ok, je vois. La ligne unique, c'est le dos du livre. Voilà. Prenez n'importe quelle page et faites-la tourner autour de cette reliure. Chaque page, c'est un plan différent. Une verticale, une inclinée à 45 degrés, Ah oui, ça tourne dans tous les sens. une seule ligne droite au milieu du vide, ça abrite une infinité de plans. Ça ne fige rien, c'est juste un pivot instable. C'est terrifiant pour un mathématicien, ça. L'incertitude totale. Si je veux tendre un hamac et que je n'ai qu'un seul arbre, bah, la toile s'enroule autour du tronc, il me faut un deuxième arbre bien écarté pour tendre mon plan. C'est pour ça qu'elles doivent être strictement parallèles. L'espace vide doit séparer physiquement les 2 rails pour que le plan soit verrouillé et arrête de tournoyer. L'écartement garantit la stabilité, super clair. Bon, on a réussi notre mission de survie, on a construit un sol plat au milieu de notre chute libre. Et c'est pas rien. Ouais, mais pourquoi s'infliger tous ces nœuds au cerveau Une fois que mon plan est solidement verrouillé, qu'est-ce que j'y gagne fondamentalement? Eh bien, la réponse à cette question, c'est le pivot central de la discipline. La transcription glisse une remarque importante qui, sous des airs académiques, lâche une bombe colossale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et laissez-moi deviner, c'est un rapport avec nos vieux cours de collège désignatelés-tellaires. Absolument. Le texte indique explicitement que tous les résultats, tous les théorèmes de la géométrie plane classique s'appliquent intégralement dans chaque plan de l'espace en 3D. Mais attendez, je vais être sûre de bien comprendre la dinguerie de ce que vous dites. Les superstars comme Pythagore, Thalès, les calculs d'angle d'un triangle, Tout le package. toutes ces règles qu'on croyait coincées sur notre petite feuille de brouillon, elles fonctionnent toujours là-haut dans le chaos vertigineux de la 3D. Sans aucune altération. Les règles du monde plat sont immortelles, tant qu'elles sont appelées à l'intérieur d'un plan qu'on a préalablement défini. Pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment matérialiser ça parce que c'est hyper contre-intuitif. Face à la 3D, on a l'impression que la perspective tord tout. Vas-y, je t'écoute pour l'image. Imaginons notre espace 3D comme une immense pièce plongée dans le noir et remplie d'une fumée hyper épaisse. C'est le chaos, on n'y voit rien, on ne peut rien mesurer. Le brouillard total, ok. Et là, on allume un laser ultra puissant qui balaye la pièce. Ce faisceau de lumière coupe la fumée et crée une belle tranche lumineuse au milieu du brouillard. Cette tranche lumineuse, c'est notre plan mathématique.
Exactement. Et à l'intérieur de cette très fine nappe de lumière, et uniquement là, il n'y a plus de brouillard. C'est un univers 2D parfait. Et plat. Si je dessine un triangle avec mon doigt sur cette surface lumineuse, Pythagore marchera à la perfection, même si ce triangle flotte de travers à 5 mètres du sol. L'espace, c'est juste un empilement infini de ces toiles de lumière. C'est une image fantastique. Et si on relie ça à la situation dans son ensemble au-delà des maths, c'est un mécanisme de défense intellectuelle remarquable. C'est-à-dire? Face à un problème complexe, dans la vraie vie, un truc écrasant avec trop de variables, la réaction humaine, c'est la paralysie. C'est vrai, on bug. La leçon de cette règle, c'est de refuser de regarder le nuage de fumée dans sa globalité. La méthode nous dit d'isoler une seule tranche. On identifie un plan d'analyse précis, on s'y enferme mentalement et soudain, nos vieux outils redeviennent utilisables. On découpe la complexité pour y injecter de la simplicité. C'est d'une élégance folle comme philosophie. Mais on sait que la théorie est toujours mignonne jusqu'à ce qu'on se cogne réel. Ah oui, le passage à la pratique. Voilà, la fin de la vidéo de Sanjay Math propose une mise à l'épreuve bien corsée de ces concepts, non? Le test ultime, oui, ça demande une sacrée gymnastique mentale. Le professeur demande d'analyser un pavé droit. Imaginez une immense boîte en verre transparente, un aquarium rectangulaire, posé sur une table. D'accord, j'ai l'aquarium en tête. C'est le piège classique des profs de maths, la boîte fermée en 3D. La mission, c'est de prouver qu'une rampe invisible traverse cet aquarium. Le prof nomme la boîte A, B, C, D, E, F, G, H en insistant bien pour qu'on suive l'ordre circulaire des lettres. Ok, Et il faut démontrer logiquement que le bord inférieur avant de l'aquarium et le bord supérieur arrière forment un plan. Une belle surface plane en diagonale. waouh, on s'arrête 2 secondes là-dessus. C'est le piège ultime de la perception, ça. Nos yeux voient le bord d'en bas devant et le bord d'en haut au fond. Et notre cerveau trace une vitre en biais entre les deux. Oui, mais le cerveau est super crédule. Il adore les illusions d'optique. C'est bien le problème. Comment on prouve mathématiquement, sans le moindre doute, que cette rampe invisible n'est pas tordue, qu'elle est parfaitement plate? En refusant de faire confiance à ses yeux, on sort le principe des dominos logiques. On part des fondations qu'on connaît. Ok, allons-y étape par étape. Observe le plancher de l'aquarium. La vitre du bas, c'est un rectangle. Quelle est la règle d'or d'un rectangle? Bah, ces bords opposés sont parallèles. On sait ça depuis l'école primaire. Donc le bord inférieur juste devant moi est parfaitement parallèle au bord inférieur qui est tout au fond par terre. Incontestable. Étape 1, validée. Maintenant, on lève les yeux et on observe la vitre arrière de l'aquarium. C'est aussi un rectangle géant. Que dicte la règle sur ses bords horizontaux à elle? La même chose. Le bord inférieur qui est au fond est strictement parallèle au bord supérieur, tout en haut, au fond. Et là, la mécanique implacable se met en place. C'est la magie de la transitivité. Ah, je crois que je l'ai. Le bord avant est parallèle au bord arrière du bas. Oui, Et ce même bord arrière du bas est parallèle au bord supérieur du fond. Donc inévitablement, par effet de chaîne, le chaînon manquant opère. la ligne en bas devant moi voyage exactement dans la même direction que la ligne tout en haut au fond de la boîte. Elles sont parallèles. Même si tout l'espace vide de l'aquarium les sépare, elles sont strictement parallèles. Et on en revient à notre fameuse recette numéro 3. Que génèrent 2 lignes strictement parallèles et bien séparées dans le vide. Une toile tendue, elle verrouille un plan. La boucle est bouclée. La conclusion tombe. Puisque ces 2 droites définissent un plan, alors tous les points sur le bord avant et sur le bord arrière partagent la même réalité plane. Les points A, B, G et H sont coplanaires. La rampe diagonale existe et elle est validée par les maths. Place solide et indéniable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au-delà de l'autosatisfaction d'avoir résolu l'énigme, je suis bluffée par l'économie de moyens. On n'a sorti aucun mètre ruban, on n'a pas mesuré d'angle avec un rapporteur. Juste la force de la déduction logique. C'est ça. On a sculpté une réalité invisible à l'intérieur du volume. C'est le vrai pouvoir dont parle le cours. Et cette démonstration élégante, c'est surtout pour préparer le terrain vers une application hyper pratique. Ah oui, la fameuse résolution? Si on demandait de calculer la distance exacte parcourue par un moustique qui vole depuis le coin en bas à gauche jusqu'au coin en haut à droite au fond de l'aquarium. Oula, je serais incapable de calculer une diagonale volante dans le vide. Mais maintenant que tu as prouvé formellement que cette tranche diagonale est un plan, tu as le droit de l'extraire de l'aquarium. Tu poses ce grand rectangle incliné à plat sur ton bureau imaginaire. Et paf, la trajectoire du moustique, c'est plus qu'une simple ligne droite sur un rectangle 2D.
Et là, je dégaine le théorème de Pythagore comme si de rien n'était. Exactement. Tu ne peux utiliser Pythagore que quand tu as payé le prix de la rigueur, prouver l'existence de ton plan de coupe. C'est le retour triomphal de la métaphore du rayon laser dans la fumée. On repère la tranche, on l'isole et nos vieux théorèmes bossent pour nous. Cette leçon de Shanaji à maths accomplit un vrai tour de force. Elle transforme des angoisses super abstraites en un jeu de construction limpide. C'est une belle métaphore de l'élégation de la pensée, ouais. On part d'une petite poussière isolée, le point, on trace des lignes et on finit par bâtir des sanctuaires de stabilité avec des piliers logiques. C'est une super invitation à ne plus subir la complexité face à la vie. La 3D n'est plus un monstre indomptable, c'est juste une grosse armoire pleine de tiroirs en 2 dimensions. Faut trouver le bon tiroir, la bonne tranche et s'y réfugier pour faire son analyse au calme. C'est le remède parfait contre le vertige dont on parlait en sautant de l'avion, oui. Notre esprit crée son propre sol. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante. Une interrogation qui repousse vraiment les murs de l'entendement et qui découle logiquement de tout ce qu'on vient de voir. Ouh, j'adore quand on glisse vers ces horizons-là. Allez-y, l'esprit curieux est prêt pour la conclusion. On vient de passer toute cette exploration à prouver qu'une dimension complexe, notre 3D, est en fait construite par un empilement infini de tranches d'une dimension inférieure, nos plans 2D. Oui, c'est la trame de toute la discussion. Si cette structure en poupée russe s'applique de la 2D vers la 3D, est-ce qu'on pourrait concevoir de l'extrapoler vers le haut ? C'est-à-dire... Notre univers perceptible, ce cosmos immense avec ses planètes, son vide, ses lois de la gravité, serait-il mathématiquement possible que toute notre réalité 3D ne soit qu'une simple tranche, Oh, la vache! Le cerveau vient d'avoir un petit raté, là. un simple hyperplan spatial figé à l'intérieur d'un méga-espace vertigineux à 4 dimensions spatiales? Mais c'est une pensée foudroyante, ça, hein. Un espace supérieur colossal qui contiendrait une infinité de versions de notre univers en 3D, empilées comme des feuilles de papier, avec des êtres en 4 dimensions qui appliquent des règles qu'on ne peut même pas imaginer. Si la géométrie spatiale prouve que le point devient ligne, que la ligne devient plan et que le plan contient l'espace, rien ne justifie que ça s'arrête à notre petite perception humaine, en fait. Rien du tout. Nous pourrions n'être que les points coplanaires d'une structure infiniment plus vaste. Eh bien voilà de quoi faire vrombir l'imagination la prochaine fois qu'on contemplera les étoiles. L'espace n'a vraiment pas fini de nous défier, mais au moins on aura appris aujourd'hui à y construire nos propres repères. Et c'est déjà une très belle victoire. Absolument. Merci d'avoir partagé cette plongée avec moi et à très vite pour de nouvelles découvertes.